Salut Internet. Voilà, ceci est une vidéo de rediffusion, donc de la chronique que j'ai eu la joie de proposer chez Le Guise jeudi dernier. Voilà, c'est une chronique, c'est un format un peu inhabituel, c'est un one shot. Donc Le Guise en général tous les jeudis il fait une espèce comme ça de live. C'est gratuit sur le moment si vous le prenez à la volée. Et puis après c'est disponible en rediffusion sur son Patreon. Donc si vous voulez voir les échanges qu'il y a eu avant, les échanges qu'il y a eu après, les autres chroniques des autres chroniqueurs, et bien justement tout ça est disponible donc sur son site. Je vous mettrai l'URL dans la description. Donc cette rediffusion là est exceptionnelle, profitez-en bien. Je vous rassure, je ne vais pas faire d'Hypnomachie une chaîne qui ne va plus parler que des saluts nazis d'Elon Musk. Voilà, c'était vraiment parce que c'est un thème qui m'a passionné, vraiment passionné. Enfin au-delà du salut nazi, c'est vraiment donc toute la propagande et les biais cognitifs autour. J'ai trouvé ça vraiment archétypalement intéressant pour mon travail. Donc je vous invite, si vous aimez ce genre de format, à aller soutenir un petit peu Le Guise et son Patreon. Quant à moi, ce genre de rediffusion restera exceptionnel puisque ce genre de format de type chronique France Inter un petit peu était vraiment un one shot et même si j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, à la proposer, probablement que nous ferons d'autres choses différentes les prochaines fois avec plus d'échanges, plus voilà, quelque chose de moins scripté, moins cadré. Donc écoutez, profitez là déjà de ce petit cadeau et puis on se retrouvera sur les lives le jeudi soir de temps en temps, très probablement si le cœur vous en dit. Allez, bonne rediffusion. Alors, avant toute chose, les amis, je tiens à dire, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas encore, je suis très très loin d'être un laudateur de Trump. Voilà, je veux dire, c'est quand même un mec qui vient d'être élu et qui, à peine élu, vient de remettre au goût du jour la peine de mort et d'en faciliter l'accès. Quand on connaît tous les problèmes d'incongruence logique que entraîne la peine de mort, on comprend déjà qu'on n'a pas affaire au meilleur chocolat de la boîte, à la rigueur au plus alcoolisé, mais guère plus. Alors, certes, il va faciliter Trump, la peine de mort essentiellement pour les gens qui ont tué un membre de son administration, ce qui est pas un acte innocent quand même, de tuer un fonctionnaire. Mais enfin, tout de même, c'est pas parce qu'on peut se relier à son envie qu'on ne touche pas à son équipe que ça résout les problèmes logiques inhérents à la peine de mort. Bon. Alors aujourd'hui, les amis, je vais vous parler de Elon Musk et du tintamarre médiatique auquel je dois bien confesser d'avoir largement participé depuis 2 jours avec un plaisir coupable lors de son geste dans l'investiture, donc la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Bastard. Avant de passer sur Elon Musk, il y a une question que vont se poser nos auditeurs qui est importante. Vas-y. Aux États-Unis, il y a quelques années, il y a 3 mecs qui sont rentrés dans une maison, qui ont attaché le père à une chaise, et qui ont violé sa femme et sa fille devant lui, et qui ont ensuite mis le feu à sa femme et sa fille. C'est une histoire vraie, avérée, devant lui. Ensuite, ils ont foutu le feu à la baraque, et ils se sont barrés, et le père a survécu de justesse à travers les flammes. Est-ce que tu penses pas que ces enculés méritent la peine de mort? Pour quelle raison? Non, je pense que c'est je t'invite à appliquer la charge de la preuve. Je pense que c'est à ceux qui disent qu'ils méritent la mort de fournir la preuve de ça. De fournir la preuve qu'ils méritent la mort? Oui. C'est pas à moi de... C'est à toi d'argumenter sur le fait qu'ils mériteraient la peine de mort. Parce que là, si je te dis 2 choses, déjà que c'est des gens qui sont pas sauvables, et de 2, que c'est des gens qui vont coûter aux contribuables. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pas sauvable? Mais quelqu'un qui fait un acte aussi diabolique, tu penses qu'il peut revenir dans le droit chemin? Bien sûr. Ben écoute, c'est un long débat alors, mais au moins on a des pistes de réflexion, et je te laisse continuer mais ça relève de la foi, ça relève de la foi, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec Bhaskar. C'est-à-dire que si je suis, par contre, franchement, si je suis la justice, je ne suis pas pour condamner à mort cet homme. Par contre, très sincèrement, le père, si le père se venge, pour moi, c'est logique et normal. C'est-à-dire que si ça m'arrive à moi personnellement, et pourtant je suis contre la peine de mort, mais c'est droit qu'il va y avoir vengeance en fait. Je veux dire, je l'attrape. Parce que moi, c'est la loi du talion. Moi, c'est la loi du talion. C'est une vie pour une vie, œil pour œil, dent pour dent. Alors, quand tu es la personne lésée, pas quand tu es la justice. La justice, en fait, son rôle, c'est le dédommagement et la réinsertion. Tu vois, c'est pas la punition. Tu peux pas incarner Dieu, en fait. À un moment donné. Je pense qu'on est vraiment pas d'accord sur ce sujet-là, mais c'est pas grave, parce que c'est un grand débat. Moi, par exemple, c'est intéressant parce qu'on voit comment les facteurs spirituels, en fait, ensuite s'incarnent sous forme de loi.
Et qu'en fait, ce sont des accords, je reparlerai après, mais justement, qui sont spirituels. Et très souvent, quand on aborde les sujets de droit, de philosophie du droit, on laisse un peu la spiritualité de côté, comme c'était un peu un tabou. Alors qu'en fait, je pense que c'est le nerf de la guerre. Moi, ça m'arrive, mec. Je peux te dire que je fais pas que, moi, ça m'arrive, je peux dire que je fais pas que le tuer, le mec. Je lui ai dit. Ah non, mais pareil, je l'attrape, je le brûle, tu fais tout ce qu'il a fait. Moi, je l'accroche au pare-choc et je fais 2 fois le tour de l'île avec, mais c'est droit, bien sûr. Je fais les pires trucs du monde. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Moi, de mon côté, comme dirait Bukele, moi, je suis là pour protéger mes concitoyens et ensuite, Dieu les jugera s'il a envie de les pardonner ou pas. Mais bon, bref. On va continuer la chronique parce qu'on va rester 1 heure sur ce sujet. Ouais, c'est sûr. Ceci dit, moi, dans ma rushothèque, tu sais, parce que je mets souvent des rushs rigolos dans mes vidéos, donc j'ai toute une rushothèque. Et dans ma rushothèque, comme ça, j'ai un procès dans lequel il y a un homme qui est face au meurtrier de son fils. Et il est face au meurtrier de son fils, et il est là, et il lui dit « Je te pardonne ». Et il le prend dans ses bras. Le mec est 6 pieds sous terre. En fait, la plus grande violence qu'il pouvait recevoir en retour, c'était de se faire aimer. Je pose ça là. C'est intéressant. Après, je pense que ça dépend de beaucoup de personnes. Mais évidemment, les gars, moi, vous savez comment je suis sur ces questions-là. Et pour moi, la peine de mort est justifiée quand il y a des actes horribles comme ça qui sont faits. Encore une fois, c'est un très très grand débat. Puis c'est bien que vous ayez pu donner votre avis, les gars. Mais ça mérite un échange beaucoup plus long, évidemment. Ah oui, ça mérite. On va faire une émission spéciale sur le sujet. Tellement il y a de choses à dire, je pense. Donc je reprends. Alors tout a commencé quand j'ai aperçu sur Twitter que beaucoup de gens peinent à appeler X. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a du mal encore, alors que ça fait des mois et des mois. Pourtant, quand j'étais jeune, du jour au lendemain, on nous a dit Raider, maintenant c'est Twix. Là, on n'a pas cherché, on a obéi, mais Twitter, c'est X. On a comme une hésitation qui nous freine. Probablement que dans notre inconscient, le X sur un écran, ça renvoie à autre chose. Je n'en sais rien. Alors, bref, quand j'ai aperçu sur X un excès tronqué d'Elon levant le bras comme ça avec vigueur, je me suis demandé, parce que ça a été ma première réaction, s'il trollait pas tout un pan de l'audience avec un humour qui, je dois bien le dire, mouche me concernant. C'est 10 secondes plus tard, en voyant la scène dans sa globalité, que l'aspect sordide de cette manipulation m'a sauté aux yeux. J'ai alors instantanément revu ma copie lorsque j'ai ensuite visionné l'intégralité de son discours. J'ai alors perçu la scène dans son ensemble. J'ai réactivé ce que les scientifiques nomment la zone P7 de mon petit cerveau, qui contient entre autres des neurones miroirs qui me permettent de saisir une information par rapport à son contexte, ce que n'ont pas fait énormément de gauchistes. Sauf que ça, les amis, changer d'avis aussi vite en prenant un feedback du réel, c'est une capacité qui n'est pas disponible à tout le monde. Quand j'étais jeune, ça m'a fait vraiment drôle de l'apprendre. La littérature scientifique, elle nous apprend que cela n'est possible qu'à partir d'un certain quotient intellectuel, désolé Anaïs dans le chat, quotient intellectuel qui ne serait atteint que par 16% de la population française environ. Et là, on sent bien venir les problèmes. Désinformés, il en restera toujours quelque chose. En tout cas, au moins chez les 84% restants, ce qui en démocratie suffit largement à prendre le pouvoir. C'est peut-être grossier, mais ça marche. Et c'est précisément pour ça qu'ils le font d'ailleurs. Alors moi, ce qui m'a intéressé en tant que spécialiste des techniques d'influence, de propagande et d'endoctrinement, ça n'était pas est-ce que Musk est un nazi ou pas. À vrai dire, je m'en fous, mais totalement. Non, c'était les différentes réactions des gens. C'était ce que les universitaires en mal de reconnaissance appelleraient pompeusement un fait social. Est-ce qu'on est d'accord que c'est une évidence que Musk n'est pas un nazi? Moi, je rentre même pas là-dedans, tu vois. Mais c'est droit, mais c'est une évidence. Mais oui. Non, je sais pas. Il a peut-être un petit stalag dans son jardin, on sait pas, tu vois. Oui, mais enfin, c'est le même Elon Musk qui avait une kippa sur la tête et qui disait plus jamais ça en parlant des otages, tu vois. Enfin. Non, mais j'y crois pas. J'y crois pas. On n'y croit pas une seconde. La probabilité que Elon Musk soit un nazi est plus petite que le cerveau d'Usul. Je te laisse continuer. Alors, on a vu fleurir sur les réseaux des gens qui ont dit non, c'est pas un salut nazi, c'est un salut romain. Alors, c'est à mon avis probablement une bêtise, tant en termes de logique pure, plutôt autant qu'en termes historiques ou rhétoriques. En termes historiques d'abord, parce que en vrai, on n'a globalement aucune idée de si les Romains saluaient vraiment comme ça. Certains affirment que ce serait une reconstruction bien plus récente, la notion de salut romain. D'autres font remarquer que l'histoire est de toute façon pas une science exacte, et ils ont tous raison. En termes rhétoriques, surtout, ça n'est pas non plus très malin, parce que ça revient à répondre au sein du cadre conceptuel de son détracteur, ce qui est rarement une bonne idée.
c'est-à-dire en faisant référence au passé, comme si tout geste symbolique tirait obligatoirement sa source dans des racines antédiluviennes. Eh ben non, heureusement qu'on peut encore aujourd'hui inventer des symboles à l'ère moderne. Le drapeau de l'Eswatini, par exemple, oui, même si tout le monde s'en fout, le Swaziland, ça n'existe plus. Ça a été créé donc en 2018 avec les symboles qui vont avec. C'est un exemple contemporain de création de symboles. Rien que le Baphomet, vous savez, de nos amis lucifériens, il a péniblement 170 ans. Tout ça est très récent. Bref, les humains créent des symboles en permanence et il me semble dommage de chercher forcément dans l'expression spontanée d'un de nos frères humains des références au passé. Non qu'il ne puisse y en avoir, mais leur présence systématique semble être un postulat, à mon avis, déraisonnable. Enfin, sur le plan logique, la référence à Rome n'apporte rien. C'est un statut tout court, il pourrait être romain, bolivien ou eswatinien, qu'on s'en tartinerait le zboub avec du caviar beluga. Bon. Alors, à ce stade, pour justifier leurs argumentations, ces gens sont allés chercher des experts pour décoder le geste de Musk. Alors, moi, quand je comprends pas ce que veut dire quelqu'un, je sais pas vous, mais moi, je demande des précisions. Enfin, je suis sûrement un imbécile, les vrais gens sérieux, eux, ils vont voir des experts. Et ils sont allés voir John Chapoutot, un historien spécialiste... Chapoutot, pardon? Chapoutot, Johan Chapoutot. Eh ben écoute, autant pour moi, j'ai peut-être mal recopié son nom. Johan Chapoutot, donc un historien spécialiste du nazisme qui a bien certifié avec sa parole d'expert sérieux que c'était bien un authentique nazi, appellation d'origine contrôlée, évidemment. Alors, certains... je propose de passer un petit extrait de ce monsieur. Vraiment un expert nazi, moi ça que je veux savoir, ça a l'air incroyable. Alors, je vais vous passer un petit extrait parce que ça vaut le coup d'être écouté. Ah, mais tu m'aurais dit, si je pouvais te passer des rushs, je t'en aurais passé plein, mon Dieu. Donc là, vous allez pouvoir le voir très prochainement. Oui, c'est très court. En plus. Il y a un expert. Ça dure 2 minutes 30 à l'extrême, on va le couper. Il y en a plusieurs. Là, j'ai cité que lui dans la chronique, mais il y a des sémiologues, il y en a plein, hein, ils s'en sont donnés à cœur. C'est passé sur M6, hein, M6 Info. Hein. Voilà. Ah ouais, attendu avec cette inclinaison et le plat de la main parfait, c'est de fait effectivement un salut nazi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ensuite, la défense qui consiste à dire que on exagère, on s'est trompé, ce n'est pas ce que l'on croit, fait partie de la provocation du message initial. Parce que ça permet d'incriminer et d'inculper la bien-pensance, les droits de l'homiste, la gauche, les wokistes, qui s'indigneraient faussement d'un geste tout à fait innocent, donc d'un geste d'amour, de bénédiction du genre humain. My heart goes out to you. Alors que, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, ça permet de redoubler le message et d'accabler, évidemment, encore une fois, les ennemis de l'extrême droite, qui sont les ennemis de Monsieur Musk, puisque Monsieur Musk est ouvertement, et il le dit, d'extrême droite. Le geste on va arrêter là parce que c'est vraiment de la grosse ma vraie question, c'est que là, il est sur une chaîne publique de télévision, il affirme tout ça juste à cause d'un angle de bras. On est d'accord. C'est-à-dire que le mec a pris son rapporteur, il a dit 82 degrés, ouais, c'est nazi. C'est une énorme merde. Bon. 82, non mais vous l'avez déjà vu ce truc où quand t'es en bas, bah, tu caresses ton chien, quand t'es là, tu demandes un taxi, mais t'as toute une zone dans laquelle c'est interdit de le faire parce que c'est un salut nazi. Et un peu plus haut, je sais plus ce que c'est, ou c'est peut-être un peu plus haut le taxi. C'est appelé un serveur. Un peu plus haut, c'est appelé le serveur. Appeler le serveur, c'est ça. Mais ce qui est exceptionnel là-dedans, avant de te laisser continuer, Bhaskar, c'est que le mec va te dire que Elon Musk a fait ça de manière volontaire pour provoquer les gauchistes et les faire passer pour des hystériques. On note que là, on est vraiment dans son champ d'expertise, hein, bien évidemment, hein, sur le net. Ah oui, c'est l'histoire, évidemment. Putain, et je tenais à préciser par rapport à la peine de mort, parce que je vois beaucoup de commentaires dans le chat. Bhaskar, il est contre la peine de mort appliquée par l'État, mais il est pas contre la vengeance par le père suite à ce qui s'est passé. Je te laisse continuer, mec. Alors, certains mirent en avant que ce monsieur que nous avons à l'écran semble encarté et militant acharné de l'extrême gauche. Mais en ce qui me concerne, je suis certain qu'il sait faire la part des choses et que ses accointances politiques n'ont certainement pas influencé son analyse. Non. Depuis le nuage de Tchernobyl, l'affaire du sang contaminé, les déclarations d'Olivier Véran, le Lancet-Gate, le Climate-Gate, j'ai appris à faire confiance aux experts. Non. Ce que je questionne, moi, c'est la pertinence d'aller voir un expert du nazisme pour authentifier un tel geste. Il me semble, on va faire une petite métaphore, il me semble qu'avant d'aller voir un proctologue pour qu'il vous mette une sonde dans le cul ou un psychiatre qui vous entende dans un hôpital psychiatrique, on va d'abord voir son généraliste
et qu'à aller voir des experts surspécialisés, on risque fort d'avoir une vision par le petit bout de la lorgnette. Je teste, hein, si vous souffrez par exemple d'insomnie chronique ou d'attaque de panique, allez en parler à votre proctologue et vous verrez que pour rester poli, quand on n'a qu'un marteau, tout problème ressemble à un clou, mais on va dire que vous avez l'image. Bon, en épistémologie, ça s'appelle un biais d'induction. En rhétorique et en logique, un sophisme de pétition de principe. En psychologie, c'est un biais de confirmation. Je sais pas si vous avez vu, mais comment est-ce qu'on peut séparer différentes branches de la connaissance et comme ça permet de dire sensiblement la même chose, mais avec des termes différents. Oui, Michel, ça permet à autant d'universitaires payés avec nos impôts de subsister, sans quoi ils devraient se trouver un vrai travail. Bref. Alors, on postule que c'est un nazi, donc on va chercher confirmation auprès d'un expert en nazi. Pour rappel, une démarche raisonnable, c'est déjà de ne pas savoir, de formuler des hypothèses, de les confronter ensuite au rasoir d'Occam, d'enlever les moins parcimonieuses, puis ensuite de faire s'affronter les autres. On peut faire plus fin qu'une approche rationnelle plafonnée, si on comprend la transrationalité. Mais là, je fais simple pour le siècle, puisque 84% du corps social semble déjà ne pas saisir ce type de raisonnement basique. Ces gens sont comme scotchés à l'univers symbolique. Comme si chaque signifiant était univoque. Le vert, c'est l'écologie. Oui, Jean-Claude, mais c'est aussi ce qui fait que ta voiture ne reste pas bloquée pour toujours un feu tricolore. Et ça porte malheur au théâtre. Et c'est aussi le signe que ta maison, elle est bien classée pour ton DPE. Mais comme je le dis souvent sur ma chaîne, saisir le fait qu'un signifiant ne soit pas univoque nécessite d'activer un peu ses lobes frontaux, là où la propagande cherche justement à vous en déposséder. On appréciera au passage aussi le double standard habituel de la gauche sur ce sujet. Quand il y a des meurtres, des viols ou des agressions, c'est sociologique, c'est pas de leur faute, c'est le contexte. Mais quand un autiste Asperger fait un geste qui ne nous revient pas, c'est un salaud pire qu'Hitler. Bon. On use d'heuristiques, d'expédients, mais jamais d'une vraie réflexion de fond. La rigueur intellectuelle est partie depuis longtemps en vacances à Bali. On espère qu'elle y passe au moins de bonnes vacances. Bon. Pourtant, le comte Alfred de Korzybski nous avait prévenu que la carte n'était pas le territoire. Magritte que ceci n'est pas une pipe, ou Diderot que son mot n'est pas la chose. Mais pour beaucoup, Magritte et Korzybski sont inconnus au bataillon et Diderot évoquera péniblement un vague boulevard parisien. Comment, dans ces conditions, s'étonner que la propagande fonctionne encore? C'est parfaitement logique et attendu. Alors, j'ai bien tenté d'évoquer avec ces gens sur les réseaux sociaux, sans succès, hein, ce qu'on appelle la rétroactivité performative du signifiant. Mais lorsqu'ils me demandèrent si ceci n'est pas une pipe avait un rapport lointain avec coucou, tu veux voir Magritte, je me suis dit qu'il était vraiment temps de simplifier les choses. Oui, sauf que quand on essaye de se relier à un autiste Asperger de haut niveau avec 157 putains de points de quotient intellectuel, quand on simplifie fatalement, on dit de la merde. Et c'est une constante avec l'intelligence. Par définition, quelqu'un de limité ne peut pas penser le monde comme quelqu'un de plus intelligent. C'est un peu le principe, en fait, de l'intelligence. Il faut une certaine intelligence pour ne serait-ce que concevoir qu'il y ait des gens plus intelligents que nous. Car comme dirait Coluche, c'est avec notre intelligence que nous jugeons l'intelligence d'autrui. D'autant que là, ça demande de comprendre l'intelligence, mais aussi l'autisme Asperger. De comprendre que ces gens ont énormément de mal avec les codes sociaux. Il suffit de le voir habiter son corps quand il danse pour réaliser qu'il le fait avec une conscience des habitus sociaux en la matière, disons, limitée. Hein. Et là, Bhaskar, à ce niveau-là, tu penses pas justement que c'est pas une question de... C'est au-delà de la capacité à comprendre, mais c'est juste une volonté idéologique. C'est simplement, on a quelque chose qui nous permet de défoncer Trump, qui nous permet de défoncer Musk. Oui. On a le moindre petit truc qui nous permet de découler sur tous les réseaux que c'est un nazi. Du coup, on saute dessus sans réfléchir. Mais bien sûr, c'est pour ça que ça marche. D'ailleurs, c'est qu'il y a un terreau, c'est évident. Donc, les Asperger... Vas-y. Ouais, vas-y, parce que je sais pas si tu vas en parler, peut-être que tu vas en parler dans la chronique. Est-ce que tu vas parler de Mendès France? Non. Non? Parce que, alors, dans le tas, il y en a quand même eu j'en ai vu un seul parmi la gauche qui soit assez intelligent pour dire, les gars, arrêtez de déconner, donnez pas du grain à moudre, au niveau des informations. Il envoie des cœurs et il a pas fait un salut nazi. Donc même, Tristan Mendès France a quand même, qui est de gauche, hein, complètement à gauche. Franchement, il a même, ça a été le seul que j'ai vu d'ailleurs. Hein. Il y a Raphaël Antoven aussi. Qui ça? Raphaël Antoven aussi. Je l'ai pas vu passer. J'ai pas vu passer. On est d'accord que c'est des exceptions évidemment. Ah oui, là on est dans les meilleurs. On est dans les meilleurs évidemment.
Donc, les Asperger ont du mal avec les codes sociaux, précisément parce qu'ils sont relativement dogmatiques et irrationnels. Beaucoup d'ailleurs ont appris à donner le change pour survivre en société en les imitant, mais sans une réelle compréhension interne. Pourquoi, bon sang de bois, pourquoi pour se dire bonjour on se serre la main et pourquoi on se touche pas les coudes? D'ailleurs, durant la pandémie, notre gouvernement, il nous incitait à nous faire des checks de coudes. Alors pourquoi est-ce que maintenant on fait l'un et pas l'autre? C'est quoi le critère rationnel, se demande un Asperger. Et si le critère c'est la transmission des germes cutanés, pourquoi est-ce qu'on ne se salue pas à la japonaise, qui demeure la manière la plus hygiénique de se dire bonjour d'après les études? Vous voyez, c'est comme ça que pense un aspi, et encore plus un aspi avec un très haut quotient intellectuel. Tout ceci est perçu comme des superstitions stupides que l'on peut bypasser sans aucun problème. Ce qui est vrai sur le plan strictement logique, parce que ces gens sont très très rationnels, mais catastrophique quand ils se retrouvent face à des gens qui ont 70 points de QI en moins. Ces gens-là, ils verront une profanation, un sacrilège, un blasphème. Il faut dire que sortir de ces réactions primitives demande tout un ensemble de facteurs ardus à réunir. Il faut les capacités cognitives de passer outre, l'éducation, l'environnement et un minimum de maturité. Toi, tu penses qu'un mec comme Elon Musk, parfois il se demande pourquoi est-ce qu'on se salue pas différemment? Non, mais je pense qu'à l'âge qu'il a, il a fait le deuil de ça, mais qu'à un moment donné, dans sa construction de jeune adulte, à un moment donné, il est bloqué là-dessus. Oui, je me très bien appuyer dessus. Ah bah honnêtement, quasiment toutes les personnes que je connais qui sont atteintes du syndrome d'Asperger, et à une époque de ma vie, j'ai travaillé avec ce public, j'ai même une histoire de au moins 3 mois avec une aspi à une époque. Enfin bref, c'est quelque chose que je connais un petit peu comme on pense les autistes Asperger. Oui, quasiment tout le monde, ils m'ont tous dit, on a appris à singer les codes sociaux pour pas se faire défoncer à l'école, quoi. Donc toi, tu penses, et puis on peut avoir aucune certitude, mais que Elon Musk, il a appris à singer les codes sociaux. Mais comme l'immense majorité des Asperger que je connais, il y a probablement statistiquement des aspis dans le chat, on peut leur demander. Ok, parce que moi j'ai toujours eu l'impression, je suis pas en train d'argumenter du tout, hein, je suis juste très curieux, que l'autisme c'est un spectre. Et qu'il y a des gens qui sont beaux, qui peuvent être plus ou moins autistes, et que forcément, il y en a certains dans le tas qui vont devoir imiter, et il y en a d'autres qui vont quand même le faire naturellement. Non, mais là, je parle de l'autiste Asperger, hein, vraiment, qui est déjà limite par rapport aux grands autistes, tu vois. Donc l'autisme Asperger, on est déjà loin dans le spectre. Ouais. Okay, on va dire ça comme ça. En fait, on est tellement à la limite que il y a même des gens là qui sont en train de le retirer même et de dire non, mais en fait, enfin voilà. Donc bon, on va pas rentrer dans l'épistémologie de l'autisme, mais en gros, c'est ça l'idée. Donc, ces gens-là, qui ont 70 points de QI de moins qu'Elon Musk, ils verront une profanation, un sacrilège, un blasphème, mon Dieu. Il faut dire que sortir de ces réactions primitives demande donc un ensemble de facteurs ardus à réunir, donc capacité cognitive, éducation, environnement et maturité. Car nous sommes dépendants, tous autant que vous êtes, hein, toi et moi, dépendants de ce qu'on appelle en biologie l'altricialité secondaire. Autrement dit, nous ne naissons pas terminés, nous naissons prématurés avec, disent certains, la tâche de nous terminer. Et la capacité de passer outre nos conditionnements grégaires multiséculaires fait partie de ce parachèvement extra-utérin. Cessez de croire que la magie est dans le doudou pour réaliser qu'elle est en nous. En voilà un sacré saut cognitif. Je me souviens personnellement de la force de la croyance qui disait que ma peluche d'enfance me protégeait des cauchemars et autres vicissitudes de l'existence. Quel courage il m'a fallu à l'époque pour m'en détacher, je suppose que vous aussi. En fait, je trouve cette histoire passionnante car dans le cadre de mes recherches, elle illustre à la perfection les 2 logiciels spirituels dont je parle sur ma chaîne et dont on a un peu abordé tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas parler de politique sans parler de psychologie, ni de psychologie sans évoquer les facteurs spirituels. Et dans cette histoire, on a ici bien 2 grandes écoles qui s'affrontent. Une école qui considère que le sens serait inhérent au geste. C'est-à-dire qu'on pourrait déterminer le sens d'un geste dans l'absolu, que le sens serait comme caché dans le geste et qu'il s'agirait de le décoder à la manière de Rodin qui cherche à faire sortir le penseur du bloc de pierre qui le contiendrait. Et une école de pensée qui considère que l'homme en tant que Dieu ou fils de Dieu est un petit créateur en substance, lui aussi, et qu'il contribue donc à créer le sens par sa capacité de reconnaissance via la création de petites connexions synaptiques dans son cerveau qui vont en retour façonner le monde dans telle ou telle direction. Or, il est aisé de constater à quel point le premier point de vue ne tient pas à l'examen. Montrez un événement à 10 personnes et vous aurez 10 récits distincts. Enfin, nous avons tous expérimenté ça, bordel de Dieu. C'est donc une confusion totale entre l'objectivité et la subjectivité, confusion classique.
Donc non, Jean-Edmond, l'agrégat de subjectivité ne forme pas l'objectivité. Au mieux, ça donne une socioculture ou une sous-culture. Mais se regrouper entre individus persuadés que c'est un salut nazi pour s'entresucer ne transformera pas le réel dans le sens d'une transformation de ta subjectivité en objectivité. Ça, c'est de la pensée magique et c'est une forme quelque part de puérilité, surtout si celle-ci se déroule sous le seuil de conscience. S'il s'agit de s'entresucer pour le plaisir en pleine conscience, je n'ai rien à dire, chacun joue à ce qu'il veut. Il s'agit donc plus d'une forme de combat entre le subconscient et le conscient des individus. Suis-je conscient, pleinement conscient, de ma propre responsabilité en tant que co-créateur du sens que je donne aux choses? Si oui, alors je suis au moins autant, si ce n'est plus, responsable de mon ressenti qu'Elon Musk. Sinon, alors j'ai besoin d'un safe space très rapidement ou d'un sacrifice humain pour m'apaiser, enfin d'un sacrifice d'Asperger dans ce cas précis. Tout ceci est cohérent d'ailleurs avec le logiciel gauchiste, dont les accointances avec le satanisme ne sont plus à démontrer, des marches LGBT avec la tête de Baphomet sur les drapeaux multicolores aux ministres friands de petits-enfants, en passant par les projets de dépopulation. Il y a une forme de convergence des luttes, si vous me permettez l'expression, là où l'autre logiciel dit en substance au contraire, croissez et multipliez-vous. On en revient pour finir à Eros et Thanatos. Et on peut avoir l'impression que finir là-dessus, ça fait super classe, alors qu'en fait, c'est une grossière simplification, mais que si je continue, je vais devoir me lancer dans l'explication détaillée d'une approche trialectique de la performativité rétroactive du signifiant par Jacques Lacan, et qu'on n'a pas toute la nuit devant nous, mais je ne peux pas m'empêcher de le signaler que c'est simpliste, car si j'aborde les approches binaires autant que les interventions de Marlène Schiappa, je ne peux me satisfaire d'un simple diptyque conservateur versus progressiste. Ça me semble stérile et un peu débile. Je vous avoue ne pas avoir envie de choisir entre le retour de la peine de mort et une société de surveillance et des drag queens polymutilées sous Prozac qui enseignent à un enfant de 5 ans comment se donner du plaisir en s'introduisant des godes bio dans le fondement. Toute cette histoire est un immense support de projection, un immense test de Rorschach sud-africain où chacun en dit davantage sur lui-même que sur l'élément observé. Tous ces gens disent en réalité « j'ai peur du nazisme ». Voilà ce qu'ils disent, ils ne parlent pas d'Elon Musk. En ce qui me concerne, je trouve que le fait de qualifier un geste ou un individu de nazi relève d'un procès d'intention absolument irrespectueux de l'altérité d'autrui, d'une violation de la présomption d'innocence et surtout d'une forme de pulsion paranoïaque au sens clinique, puisqu'il s'agit bien ici d'halluciner négativement une forme de danger à l'extérieur, tout en étant parfaitement hermétique aux autres narratifs et n'envisageant même pas la possibilité d'un ennemi intérieur. À cette paranoïa, donc à cette enclave de l'esprit, toujours formulée au nom du bien, j'y préfère ma pronoïa, c'est-à-dire la curiosité pour le monde de l'autre, sa différence, sa spécialité, sa spécificité, sa singularité, bref, des valeurs de gauche. Mais pour ceux pour qui tout ceci semble trop compliqué, on va faire comme si j'étais juste un vilain capitaliste pro-Trump, sans aucun recul. Cela au moins aura l'avantage d'être compréhensible par tout le monde. Donc en fait, si on comprend bien, ne serait-ce que le fait de vouloir interpréter ce geste de Musk, c'est de la débilité profonde. Si tu veux faire une version très grand public, on peut faire ça. En enlevant toutes les nuances, on peut faire ça. À partir du moment où on sait qu'il est autiste, Asperger et qu'il est au QI, vouloir prétendre interpréter ce geste, c'est quand même peu de modestie. Ben, c'est prétendre que soi-même, on sait mieux qu'autrui ce qu'il a dans la tête. C'est quand même, enfin, je veux dire, le présupposé est quand même difficile à défendre au fond. Et il suffit pas de se grouper entre gens qui s'entresucent pour dire, on est nombreux à le penser. Oui, mais d'accord. Mais enfin, c'est exactement les principes libertariens de base. On peut être nombreux à avoir envie de faire une tournante, n'empêche qu'à un moment donné, si la fille a dit non, elle dit non. Et c'est peu importe si on est nombreux à dire non, mais en fait, ton non, ça veut dire oui. Non, ça veut quand même dire non, je t'assure. Ben, c'est pareil. Donc, dans l'absolu, mais en fait, déjà, à la base, parce qu'on va revenir à la base de la base, penser que Trump est nazi, il faut être un Mongolien. Penser qu'il a fait volontairement un salut nazi pour provoquer, il faut être un Mongolien. Mais au-delà de ça, pas forcément un Mongolien. Il faut avoir des intérêts limbiques. Faut pas avoir d'énergie. Il y a des gens aussi qui bossent dans des usines qui font les 3-8. Donc ils ont pas l'énergie de penser et d'analyser. Ils ont pas l'énergie de faire de la sémiologie. Ils ont pas, tu vois, la performativité du signifiant. Ils s'en branlent. Tu vois, ils veulent du prêt à penser. Ils veulent des émotions. C'est là où j'ai un problème, parce que j'ai l'impression qu'on vit dans une époque où les gens, même s'ils mettent pas l'énergie pour réfléchir, même s'ils vont pas analyser la chose, ils se permettent d'avoir un avis.
Voilà. Et c'est surtout ça, moi, que j'ai commencé à discuter. Alors là, ils n'ont plus rien à dire. Ils disent non, mais c'est comme ça et puis c'est tout. Je dis bah écoute, mec, il y a des gars qui réfléchissent dessus. Il y a des gens qui produisent du concept sur cette base-là et qui y passent des heures et des heures. Toi, t'as juste vu une vidéo de 2 minutes et t'as un avis. Bon, bah, c'est normal, c'est le principe. Après, moi, je pense que c'est beaucoup plus simple que ça, en fait, beaucoup plus simple et pervers. C'est-à-dire que t'as tous les politiciens d'extrême gauche qui ont voulu le cartonner. Ils l'ont cartonné en sachant très probablement en sachant que c'était pas un salut nazi, mais ils ont vu là une super occasion d'envoyer tous les chiens mongols, tous les golems en fait, courir comme des toutous après la parole du maître, quoi. En fait, c'est ça, les gens qui sont cette question de débilité, je pense que c'est vraiment une question de tu sais, jeter un discrédit facile. Tu vois, ça aurait pas été un salut nazi, ça aurait été, je sais pas, il aurait fait comme ça, je sais pas, il est pro-militaire, il veut faire un coup d'État. Enfin, tu sais, ils auraient trouvé tout et n'importe quoi. C'est juste du discrédit. Je sais pas si c'est vraiment. Il y a des bêtes dans l'eau, c'est sûr. En fait, il y a les deux, mecs. En fait, il y a les gens mal intentionnés qui ont une capacité de compréhension, mais qui l'utilisent politiquement. Et puis ensuite, ils peuvent se permettre de dire ça parce que ils ont que des Mongoliens qui les écoutent. Ou pas que des Mongoliens, mais en tout cas des gens qui prennent pas le temps de réfléchir. Mais là encore, c'est malin parce qu'avec un seul narratif, ils embarquent au moins 3 types de personnes. Il y a effectivement des gens qui sont bêtes comme le foin, qui voient ça et puis ils disent bon bah ils l'ont dit à la télé, donc voilà, puis on n'a pas le temps. Il y a des gens qui sont peut-être très intelligents et très cultivés, mais qui ont beaucoup d'affect comme ça, et ça les embarque aussi. Et puis des gens qui vont relayer ça en voyant bien que c'est de la merde, mais ça sert leur intérêt, leur agenda économique et etc. Donc c'est très malin et c'est pour ça qu'ils continuent de le faire d'ailleurs. Et ben voilà, comme vous le savez si vous suivez mon travail depuis longtemps, il ne s'agit jamais de parler vraiment des gens. La question c'est pas Elon Musk ou pas Elon Musk, je m'en fiche. C'est un prétexte, si vous voulez, sociétal pour aborder certains patterns, certains grands principes. Et ben j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à très très bientôt. Salut Internet.